bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Jean-Pierre Girard, qui nous fait vraiment l'honneur de venir nous expliquer un ensemble de phénomènes qui passionnent beaucoup les êtres humains, à savoir est-ce que nous avons les capacités d'interagir et d'intervenir sur la matière, sur le monde invisible. Et ce soir, Jean-Pierre Girard, qui a ces capacités, qui ont été un très grand nombre de fois mises en doute par des équipes scientifiques, mais ces équipes n'ont jamais pu démontrer de supercherie, même en prenant toutes les précautions d'usage, en faisant intervenir de nombreux experts, des illusionnistes pour surveiller tout ce qui se passait. Jean-Pierre Girard n'a jamais été mis en défaut sur ce qu'il pouvait réaliser. Et donc, ce soir, Jean-Pierre va nous faire le récit de son aventure, de sa vie, qui a commencé très très jeune. Jean-Pierre, j'ai le plaisir de te passer la parole pour que tu nous racontes un peu ta grande aventure. Il est de convenance de dire merci Alain, merci Alain. Mais je le dis avec beaucoup de sincérité. Pourquoi? Ce soir, nous avons une conférence en visio totalement inhabituelle pour moi et je trouve que c'est formidable de pouvoir, en fait, au-delà du propos qu'on a souvent simplement dans une conférence, très peu d'éléments visuels. Là, vous aurez beaucoup d'éléments visuels et des éléments qui ont ce ne sont pas des fakes, hein. Ça, c'est sûr. Pour certains, vous verrez d'ailleurs qu'il y a des références qui sont surprenantes pour le moins. Alors, quel est le propos de cette conférence qui est totalement inhabituelle pour moi? C'est un peu de raconter ma vie, parce que ma vie est vraiment calquée depuis 60, je dirais, presque 60 ans, et plus même, à la parapsychologie. Mais en études sérieuses, en labo, etc., j'ai plus de 50 ans au compteur. Mon propos, c'est vraiment aujourd'hui de dire, ben voilà, au fond, quelqu'un qui n'était pas préparé du tout, moi en l'occurrence, ben, je vais valider quelque chose que j'ai constaté. Bon, c'était un parcours un peu long, pas évident, on ne m'attendait pas vraiment pour que je démontre mes capacités. En fait, on va reprendre l'enfance un petit peu sans trop s'attarder. Il y a eu des autobiographies qui ont été écrites dessus, etc. Mais très brièvement. Je suis pupille de sciences publiques, alors commencé à sortir au mouchoir, mes amis, on est dans Zola, élevé dans une étable, et c'était pendant la guerre. Le premier qui dit la première guerre, là, j'arrête la conférence. Non, la seconde. Je suis né en 1942. C'est pour vous dire que je ne suis pas un perdreau de l'année, même si je vole encore. Bon, j'ai arrêté mes plaisanteries. Et c'est vraiment près de la terre, dans une campagne tourangelle. Là, vous savez, devant des parents-nourriciers qui avaient l'âge des arrières, oui, des grands-parents, il y a eu un creuset d'affection tel que ça a été pour moi un capital qui m'a toute la vie aidé. Parce que je peux vous assurer que j'ai vécu quand même des choses assez dures, assez dures. Alors, me baladant pour glaner, pour ramener un peu de nourriture aux volailles et diverses, nous allions sur un terrain qui venait d'être moissonné et nous ramassons les épis de blé qui restaient. C'était pas les moissonneuses batteuses sophistiquées à l'époque. Et soudain, un orage intervient. Alors, les autres enfants d'assistants se réfugient à l'orée du bois et moi, je reste benoîtement sous un arbre en haut de la colline. Et cet arbre, il se trouve que c'était un noyer. Et chacun sait que le noyer est propice à attirer la foudre. Mais j'ai reçu la foudre. J'ai une partie de mes vêtements qui ont été brûlés. Et évidemment, je suis tombé sur le sol en perdant connaissance. Mes parents nourriciers m'ont évidemment réveillé, les enfants autour de moi, il pleuvait encore. Et j'étais un petit peu abasourdi, on le comprend aisément. Est-ce que c'est vraiment l'origine? C'est ce que l'on dit, que ce coup de foudre a réveillé en moi peut-être des connexions qui ne sont pas très étudiées en neurosciences, je ne sais pas. Mais toujours est-il que j'ai eu des capacités télépathiques sauvages, absolument surprenantes, capacités dont, comme enfant de 7 ans, je n'avais pas la possibilité de savoir si j'étais différent des autres.
tout simplement. Mais vous savez, vous tous avez des différences, plus ou moins importantes, et vous le savez, pour parfois imposer ces différences auprès de nos contemporains, c'est pas toujours évident. Dans les capacités particulières que nous avons, sans parler de parapsychologie, une intuition, et sauf qu'à cette époque, dans cette campagne volée Tourangelle, la parapsychologie n'était pas très connue, ça c'est moins qu'on puisse en dire. Et à l'école primaire où j'étais, évidemment, l'instituteur, j'étais très chahuteur. Et l'instituteur essayait de me piéger. Alors, il me posait des questions, etc. Je répondais pratiquement avant qu'il ait terminé le motif, enfin le sens, et ça l'a énervé. Et cet instituteur m'a martyrisé. Le mot n'est pas exagéré, puisque j'ai été retiré de ce milieu des arrachés, j'avais une côte, enfin bref. Alors, quand ces séances se passaient, évidemment, je me mettais en position fœtale. Et bon, devant les autres élèves qui étaient tétanisés. J'ai eu la chance d'être pupille de l'assistance publique. Et il y avait une visite annuelle, évidemment, dans cette bonne ville de Tours, à la préfecture, à la DAS. Et le médecin qui m'a vu arriver avec ma mère nourrice, il soupçonné que ma mère était connue, hein, puisqu'elle avait eu depuis très longtemps des enfants d'assistance. Euh, on m'a retiré évidemment de ce milieu délétère. Et j'étais dans une campagne, là aussi Tourangelle, à côté de Chinon, à Saint-Loin. Les choses étaient différentes et ça s'est bien passé. Alors, j'ai un peu occulté cela inconsciemment, j'occultais ces capacités. Je ne savais pas si c'était la télépathie, mais je savais que ça posait problème. Dans la cour de l'école, dans tous les paris, je gagnais les paris. Quand les autres élèves cachaient les billes dans les poches, j'ai dit, combien de billes dans cette poche? Je ne me trompais jamais. Ah, tu me dois les billes? Oui, ben, ça a été un petit peu. Et puis, si je réclamais les billes, moi, j'avais le droit, c'est pas des billes que j'avais le droit, mais des fois, une conviction bien appuyée autrement, physiquement. Alors, bon, bon an, mal an, je fais des études très, très, très secondaires, puisque je passe mon certificat d'études à 13 ans et demi. Et puis, bon, l'assistance publique essaie évidemment de me trouver quelque chose. Et je retourne en usine, finalement, in fine, après avoir fait du tissage d'ameublement, payé aux pièces, une misère, enfin bref. Je me suis retrouvé en pension, après avoir été chez ces parents nourriciers, dans une pension où on mettait les enfants un peu rudes, on va dire. C'était un milieu où nous étions en uniforme. La petite croix, là, c'est moi. J'étais en uniforme, service de semaine, comme à l'armée, hein, comme à l'armée. Et je peux vous dire, c'était assez rigoureux comme la discipline. Il n'y avait qu'un surveillant pour 60 élèves. Passer des choses le soir sous le préau, où les premières années, ceux qui arrivaient avaient droit à un bizutage qu'on appellerait actuellement quand même un viol. Je le raconte dans une autobiographie, comment j'ai échappé enfin, à ce viol, par une précognition, là aussi. Voilà, de 7 ans, j'ai dessiné un blindé que j'avais jamais vu, et je suis grimpé sur le canon. Alors, ce blindé a une particularité. Si vous regardez attentivement, l'arrière de la tourelle est biseauté. Je vous répète que j'ai jamais vu ce char. Eh bien, à 19 ans, je piloterai un char comme cela et on aperçoit la tourelle biseautée sur l'arrière. C'était une précognition. Et l'allusion au viol que j'ai fait tout à l'heure m'a sauvé in extremis par une précognition que j'ai eue et où le chef, le leader qui était dans un ridicule consommé. Mais passons maintenant. Et donc, je me balade dans les rues de Tours, pour ceux qui connaissent Tours, place Pumereau, et je m'arrête devant un bouquiniste. Et je m'arrête devant un gros bouquin qui était devant, précis d'histologie humaine. J'ouvre l'ouvrage et je laisse des pages s'échapper de mon pouce, quelques pages comme ça. J'essaie de comprendre, évidemment, cytoplasme, ribosome 50S, machin. J'étais complètement largué. Je ne connaissais rien du tout. Je regarde peut-être une dizaine de pages, puis les coupes histologiques qui sont bizarres, on dirait des tableaux abstraits, enfin, bon, je referme le livre et je vais m'étendre un peu plus avant, donc sur les bancs d'un petit parc voisin. Et tout d'un coup, je sursaute.
alors rêve éveillé ou autre, je n'en sais rien finalement. Je revois les pages qui défilent tranquillement, une par une, devant moi. Alors je suis un peu surpris. Je ne sais pas à quoi attribuer cette espèce de vision particulière. Et je cours, je me précipite chez le bouquiniste en priant pour que ce livre soit encore, il était encore là, sage, en train de m'attendre. Et j'essaie de retrouver les pages en question. C'est un véritable calque que j'ai devant mes yeux. Évidemment, j'achète l'ouvrage. Et dans ma petite chambrette, le soir venu, j'essaie de reproduire. C'est un petit peu comme la télépathie dont j'ai parlé plus avant. Je ne savais pas du tout que c'était la télépathie qui me causait autant de problèmes. Mais là, j'arrive pas évidemment, parce que je veux y arriver. Je veux. Et c'est ce que je dis lorsque je fais des stages. C'est à proscrire, hein, l'abolition est à proscrire. Si vous faites dans le désir, c'est cool. Faut se donner le droit à l'échec, etc. Alors, de guerre lasse, je pose l'ouvrage. Et puis un jour, m'en fichant complètement, je refeuillette comme ça, avec le même calme, cool. Là, le phénomène se reproduit et le phénomène va être de plus en plus maîtrisé. J'ai dévoré des livres de biologie, de médecine, etc. Mais avant, il fallait que je passe par la case départ, c'est-à-dire que pour comprendre ce que je retenais sur l'amnésique, il fallait évidemment que je comprenne le sens. Et c'est pour ça qu'en 1 an et demi, 2 ans pratiquement, j'ai fait des années et des années de fac en fait, hein. Et que ce soit en médecine, en biologie, en physique, physique théorique, etc. Et la preuve va en être donnée par mon parcours qui va suivre. Je le répète, j'ai fait aucune étude secondaire. La diapo suivante, je me retrouve à la Grande Muette. Et à la Grande Muette, je retrouve mon fameux char dans le département des missiles, où on voit la tourelle qui est biseautée. Mais dans ma vision, je n'avais pas vu qu'il y avait des rangs de lance-missiles anti-chars. Les missiles que vous voyez là, qu'on appelle le SS-11, eh bien, je lui ai apporté des modifications. Et j'étais tireur, tous les engins que j'ai tirés, même quand le générateur était en panne, l'engin arrivait au but. Et puis un jour, une nuit, je suis pris d'une frénésie en quelque sorte, et sur un cahier, je prends des formulations et tout, et je modifie les choses que je pensais modifiables sur l'engin. Et puis j'ai dit à l'adjudant-chef, mon adjudant, est-ce que vous pourriez donner cette note au colonel de la Mort-Sanglière? Il donne ça au colonel de la Mort-Sanglière, qui dit, mais quoi, on a un polytechnicien chez nous, c'est sympathique ça. Oh, je ne crois pas, monsieur, je connaissais un petit gamin de la terre, hein, un petit gamin. Oh, je ne crois pas que ce soit l'origine. Non, je ne crois pas, il n'a même pas fait d'études, hein, je ne pense pas, hein. Et il me fait venir dans son bureau, etc. Et je discute avec lui des modifications de la distribution du générateur de courant carré qui était à l'intérieur. Il y avait des modifications apportées, ce qui expliquait de temps en temps il y avait des problèmes. Et je vais vous mettre en contact avec la direction de l'armement, ce qui est maintenant la DGA. Et en fait, ma carrière militaire est exclusivement consacrée à la recherche. Voilà le missile, un éclaté du missile. Et j'ai même créé une version particulière spéciale, la GMUS, pour les Américains. On a vendu 180 000 exemplaires. Et puis, dans l'armement, j'ai créé d'autres innovations. Pour certaines, je passerai sous silence, vous l'aurez compris, qui ont fait que, même quand j'ai quitté la défense, j'ai eu à signer certains accords et à continuer certains actes de recherche. Alors, on va dire, quel vilain monsieur qui a vendu et suscité de l'armement. Je crois qu'il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Nous avions un grand ennemi conventionnel qu'on appelle en matière militaire, c'était les soviétiques et puis de l'Est, pas de Varsovie. Et alors, il fallait toujours avoir des choses techniquement à la pointe. Et au fond, benoîtement, souvenons-nous mes origines, hein, le petit gars de la science publique, il était tout content, il participait pour son pays. On devient lucide, mais bien longtemps après, évidemment, ça va de soi. Et je quitte la Grande Muette, et puis profitant de mon bagage, eh bien, je m'oriente vers l'industrie médico-pharmaceutique et médico-scientifique. Et là, j'ai une carrière où je participe à la recherche, à la création de médicaments. Alors, vous voyez, ça m'a peut-être acheté armement, médicaments, dont certains sauvent encore des vies.
de ton parcours. Donc, pour résumer, donc, il y a eu cet événement météorologique avec une foudre qui t'a frappé. Et à la suite de ça, tu as pu découvrir des particularités dans ton comportement, dans ta cognition, que toi, tu considérais comme normales. Toi, tu avais l'impression que tout le monde Et vivait un pas petit peu ça. euh, Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que tu avais une espèce de précognition d'un certain nombre de choses qui t'ont permis justement de développer d'autres capacités. Mais il faut bien comprendre quand on est enfant, mais vous tous, vous l'avez été, bien évidemment, mes amis. Si on est différent, on ne peut pas analyser cette différence. On ne s'en rend pas compte de cette différence par rapport à nos contemporains. On pense que c'est normal. Par contre, les contemporains, que ce soit enfants ou jeunes adolescents, ils vous font sentir que vous êtes différent. Ça, c'est sûr. C'est bien connu que dans les classes, quand vous avez l'élève surdoué, etc., c'est celui qu'on va vraiment essayer de diminuer parce qu'il est différent à son niveau. Vous savez, notre société est cruelle, hein, est cruelle. Et on le voit avec les notions d'harcèlement actuellement, on va pas épiloguer non plus plus avant là-dessus. Mais voilà. Et c'est puis cette mémoire édétique, je savais pas que ça s'appelait ma mémoire édétique, hein, que je pouvais me souvenir, des choses comme cela. Et involontairement, je me suis mis dans un schéma de vie qui va être très, très complexe, pas toujours très, on va dire, comique, même si j'ai toujours une tendance, mais ça va être une réaction, une tendance à vouloir toujours un petit peu rire, avoir des mots qui sont pas forcément géniaux, mais qui sont plus, qui portent plus à sourire. J'aurais une question, Jean-Pierre, si tu me l'accordes. Est-ce que quand des personnes, notamment au niveau de l'armée, de l'armement, se sont rendues compte que tu avais certaines capacités, facilités, alors que tu n'avais pas suivi les parcours d'études universitaires approfondis des polytechniciens, par exemple, est-ce qu'il y a un certain nombre de contacts qui ont été pris officiellement ou officieusement? Est-ce que, il y a des personnes qui ont commencé à t'approcher, à souhaiter que tu te penches un peu sur certaines difficultés qu'ils avaient dans leurs entreprises. Alors, oui, très bonne question. Alors, schématiquement, je suis toujours verrouillé par la défense nationale, ça c'est clair. Quand vous avez le doigt dedans, vous vous en sortez pas. Mais j'étais très content, hein. J'étais plus domestiqué apparemment physiquement par la grande muette, mais j'y étais psychiquement par les travaux que je continuais et puis d'autres innovations que j'ai amené des choses vraiment très, très importantes dans le domaine défense. Et des fois, je le montre quand je suis interviewé par des journalistes, je montre des documents en faisant évidemment signer un certificat de non-divulgation qui juridiquement tient la route. Voilà. Euh, oui, j'étais approché, mais pas tout de suite, pas tout de suite. Pour la défense, j'avais un rôle pas d'agent vraiment, c'était très ambigu. Euh, J'étais un rôle un peu d'analyste. Quand je me rendais au salon du Bourget, ou dans des salons où il y avait, non, pardon, pas du Bourget, à Satory, par exemple. On expose des matériels militaires de divers pays, etc. Bah là, ouais, j'étais un fouineur, pas seulement par ma mémoire et d'éthique, mais aussi par mes capacités, on le verra plus avant, aussi d'influence à distance et de télépathie, qui m'ont servi ensuite quand j'ai bossé quelques années avec la CIA. Donc, j'étais approché sans être approché. J'avais, moi, ce problème avec mes phénomènes. Je me suis dit, écoute, mon cher Jean-Pierre, mais il faudrait peut-être que tu essaies de maîtriser tes phénomènes. Et j'arrivais pas à les maîtriser devant d'autres personnes. Je les faisais tout seul. Ah, tout seul, ça marchait bien, avec mes pénibilités. J'arrivais à courber. Pourquoi courber des trucs? Mais au lieu de prendre des petites cuillères, certains anciens se souviennent peut-être de notre ami Yuri Geller, que j'ai croisé à Londres, d'ailleurs à côté de Londres. C'est des cuillères, des choses comme ça. Non, non, moi, d'instinct, j'avais essayé sur des barres, des choses référencées. Et puis avec un crayon, je prenais vraiment où y mettre un petit peu s'il y avait une courbure, etc. J'ai réussi. Alors évidemment, on est fou de joie quand c'est comme cela. Mais toujours pareil, en respectant un état mental particulier. C'est ça que j'ai compris. Et c'est ça que je communique dans mes stages. J'ai dit, mes amis,
c'est beaucoup plus facile qu'on le pense. Mais nous avons notre inconscient collectif, nos schémas mentaux, etc., qui nous font un peu une censure, etc. Puis on voit comment parvenir à cet état, et ce qui est assez facile en fait. Et Alain pourrait nous en parler, puisque je crois que tu as participé à de mes stages, cher ami. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, je vais expliquer un peu comment je suis allé participer à ton stage. C'est-à-dire que j'avais entendu parler de tes capacités il y a déjà un petit moment, mais j'étais comme beaucoup de personnes sceptiques en me disant, alors illusionniste, supercherie, est-ce que c'est Normal. possible? Mais voilà, le doute, le scepticisme. Et je suis retombé quelques années après sur une de tes vidéos, notamment, où un ingénieur de la société Péchinet expliquait une expérience qui s'était passée. Je crois que c'était à Paris, hein, qu'avait eu l'expérience. Et donc, l'explication qui était donnée, c'est que la société Péchinet avait fait fabriquer 20 barres de métal avec à l'intérieur des particules qui permettent d'identifier chaque barre de métal comme avec une empreinte digitale. Exact. Microscopie. Voilà, ces barres de métal ont été scellées dans des tubes, Et barre envoyées, d'alliage, hein, d'alliage voilà, aussi. c'est des alliages, et c'était scellé dans des tubes, envoyés à l'Académie des sciences pour l'expérimentation, d'après mon souvenir, hein. Enfin, ça a été envoyé au lieu d'expérimentation, ça a été récupéré par un huissier, et l'huissier a tiré au sort quelques barres avant l'expérience et il te les a remises. Et là, donc, tu as fait ce que tu sais faire, hein, c'est-à-dire déformer le métal. Et donc, ensuite, ces mêmes barres, toujours dans les tubes scellés, sont retournées dans les laboratoires de Péchinet, où la structure a été analysée. Et comme ils se sont aperçus qu'il y avait réellement une torsion qui avait été appliquée physiquement, je crois que par la suite, ils t'ont demandé, mais tu nous le préciseras, de déformer la structure profonde du métal. Voilà, donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, Et la barre restait droite. ouais, C'est ça. c'est ça, Oui. la barre restait droite, Alors là, c'est fou. voilà, mais la structure du métal était déformée, sans déformation de la forme. Et donc, quand j'ai vu ça, ça m'a intrigué énormément. Donc, j'ai commencé à chercher Jean-Pierre Girard et je me suis aperçu que tu organisais des formations. J'ai dit, c'est incroyable, il fait même des formations. Mais comme je doutais beaucoup, je me suis dit, bah, j'ai envie d'y aller, je vais y aller, mais bon, il va nous enseigner quelque chose, on va le faire, on va pas y arriver, et il va nous dire, mais c'est parce que tu t'y prends mal. Et le tour va être joué. Et donc, j'y suis allé. On était 24 personnes, je crois. Ça se passait à Lunel, il y a 2, 3 ans, ou peut-être plus, je ne sais plus. Et tu nous as remis donc des barres d'aluminium en nous expliquant précisément le protocole, le processus. Et au bout d'un quart d'heure, il y a une jeune fille derrière moi qui avait déjà tordu la barre. Un moment après, il y en a une deuxième, une troisième. Moi, j'ai mis 1 heure. J'avais la barre posée sur mes mains, comme ça. J'ai mis 1 heure, mais au bout d'un moment, elle s'est légèrement incurvée. Elle tournait plus droit. Au lieu de tourner de manière bien circulaire, elle faisait ça. Et là, je me suis dit, voilà, il raconte pas des conneries, c'est vrai. Et donc, tout le monde peut le faire. Non. Voilà, mais voilà, j'étais dans un scepticisme, on va dire scientifique. C'est normal de douter des choses et d'aller les explorer. Et voilà, et donc j'ai été convaincu, vraiment, c'est possible, on peut y arriver plus ou moins facilement. Et vraiment, j'ai été convaincu de tes capacités. Et voilà, j'ai mis 2 ans pour te convaincre de venir nous faire cette conférence, parce que c'est Bon, vraiment... tu n'as pas eu beaucoup de difficultés à me convaincre, sois de bonne foi, je te prie. Mais Non, surtout non. pour trouver le temps, pour caler le moment, ça a été plus compliqué. Ah bah oui, mais tu sais que j'ai ma carte de presse et je suis aussi par ailleurs chez les reportages, voilà, je suis assistant de réalisation de films documentaires sur la parapsychologie pour une chaîne allemande et en France, en dehors pour Arte notamment, ou Planète Plus. Donc, si je faisais des stages, honnêtement, uniquement pour vous apprendre à courber les barres, je ne ferais pas de stage. Mais par contre, n'oublions pas, et Alain en est témoin, que voir de ses yeux vus, évidemment, il m'a vu courber une barre un peu plus impressionnante que la sienne, certes, mais on s'en fiche. Voir à un moment donné l'expérience chez d'autres et puis dire que normalement ça ne devrait pas se produire, mais ça se produit. Et votre inconscient reçoit ce choc, même indépendamment
de votre raisonnement lucide, il reçoit ce choc. Il dit ça, voilà. On bouscule vos schémas mentaux. Voilà qui dit votre inconscient collectif. C'est bousculé quelque part. Mais je dis toujours, si la parapsychologie ne sert qu'à cela, mes amis, à acheter des bars chez Merlin, alors, je crois non, c'est tout ce que permet par ailleurs la parapsychologie. Quand on apprend en stage qu'il y a une photo en main, je vous explique pourquoi scientifiquement, on peut aider la grand-mère à 50 kilomètres et puis la soulager, ce que font les guérisseurs spontanément, sans avoir d'explication scientifique. Mais vous, qui n'avez pas forcément cette transmission de père à fils, etc., sur ce que qu'ont nos amis guérisseurs ou dans d'autres domaines, comme les brûleurs de feu, par exemple. Eh bien, si vous avez une explication rationnelle, ensuite, pour être dans l'irrationnel, dans la façon de l'appliquer, ben pour vous, c'est extraordinaire. Mais il vous faut cette explication rationnelle. On en parlera un petit peu plus, sans faire un stage évidemment, parce que nous n'avons pas le temps. Et vous voyez, les stages, là, j'en ai de prévus, ils sont pleins, 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 mais c'est de la folie. On a de faire 3 stages au même endroit. Je dis ça parce que entre temps, souvent, ces stages sont quoi? C'est pas moi qui dis: «Je vais organiser un stage». Là, par exemple, j'avais organisé un stage, c'était pas prévu du tout, à Perpignan. Il y a une brave dame qui me dit: «Mais vous savez, moi, ça y est, même mon séjour qui est grand, on peut faire un stage dans cette étape et tout et cetera et puis moi, je connais, on va à 15-16 personnes et on fait un stage». Je sais pas ce qui se passe, depuis 2-3 ans, c'est de la folie. Voilà. Bon, je termine là mon propos. Mais ça peut être aussi comment aborder la télépathie. Il y a des exercices de télépathie. Il y a des exercices aussi où nous abordons l'épigénétique associée au psy. L'épigénétique, on voit tous les bien-être qu'on peut en avoir. C'est extraordinaire l'épigénétique, vous voyez. Alors peut-être c'est ce qui me concerne, moi, presque, je suis à ma 82e année, c'est possible, j'en sais rien. Mais ça fait 4 ans que je pratique l'épigénétique, c'est génial, c'est génial. Alors, je fais la parenthèse. Et puis si dans votre région il y en a un, ou si vous pouvez en solliciter un parce que vous connaissez, une quinzaine de personnes qu'on peut réunir. Alors il y en a quelques-unes qui viendront par mon site, mais n'attendez pas, moi je ne connais pas des gens, si c'est le Haut-Rhin, je ne connais pas forcément des gens au Rhin, ou si c'est à Bayonne, j'en ai fait 2 d'ailleurs à Bayonne. Bon, voilà, hein. Je donnerai toutes les informations pour que les gens puissent te joindre s'ils souhaitent organiser, s'ils ont un local, s'ils ont une Oui, mais vingtaine ils auront de un programme, un personnes. exemple de programme qu'ils ont sur ma page d'accueil, un Voilà, je exemple de donnerai tout programme ça, je avec donnerai tout ce qu'il faut, je le mettrai avec la vidéo. Et juste pour terminer par rapport à ce que j'ai fait suite au passage chez toi, j'ai détourné un petit peu ta pratique et moi je déforme pas les barres de métal. Maintenant, je me suis attaqué au vin et il y a quelques personnes ici qui sont témoins et notamment Thierry. On modifie le goût, la structure du vin. C'est-à-dire à partir d'un vin ordinaire, on va lui donner toutes les composantes. Alors c'est plus ou moins réussi, hein, selon les fois, mais toutes les composantes d'un grand cru, par exemple. Et on peut avoir un grand cru de Bordeaux comme un grand cru de Bourgogne ou autre, et on retrouve les là éléments là qui là mon caractérisent. cher, l'épicurien que je suis, eh bien là te rejoins. Parce que ma chérie serait là, serait témoin. Quand des fois au restaurant, des vins moyens, en quelques secondes, pratiquement, on trouve des vins avec des saveurs et des arômes. Oui, oui, quand les vins me savent. Ben voilà quelque chose de pratique. Exactement. Très bien. Alors là, moi, je peux te dire que là, je te rejoins tout à fait. Bon, continuons. Je ne sais plus celle d'après Allez, on d'ailleurs. va remettre le partage d'écran. On passe à la Ah vidéo. oui, alors, cette vidéo, avant de la commencer, pourquoi j'ai choisi cette vidéo? J'ai fait un superbe dessin dans un de mes ouvrages, enfin dans mes ouvrages qui montre le protocole, puisque par ailleurs en dessin, je ne suis pas trop mauvais. Grasset a fait appel à moi pour illustrer un ouvrage qu'on a fait avec le docteur Fresco Ascoli sur la gynécologie, etc. C'est intéressant. Mais j'ai préféré cette petite bande qui est issue d'un site où on parle de la mer de l'eau, des motos, etc. Et à un moment donné, il faut le rapprochement de cette action sur les cristallisations sensibles
qu'a fait l'expérience de Drami Emoto. C'est ça, Emoto, je crois. Et ils font allusion au rapprochement entre ce que je fais moi. Et ils ont fait dessiner le protocole comme une bande dessinée un petit peu, une animation que je trouve géniale. C'est pour ça que je vous la propose. Allez, on va la démarrer. Pierre est un grand nom français de la psychokinèse. Il s'est notamment fait connaître dans les médias dans les années 1970 avec des démonstrations bluffantes où il arrivait à plier des barres de fer uniquement par la pensée. Et parfois, ses alliages étaient réputés intordables. Évidemment, ces exploits ont été très vite démentis en disant que ce qu'il faisait n'était rien de plus que des trucages télévisuels ou des tours d'illusionnistes. Mais Jean-Pierre Girard a toute sa vie contredit les rumeurs à son sujet sur le fait que ses exploits aient été truqués et a expliqué que pour arriver à pouvoir tordre du métal, il procède par la pensée à un changement de structure interne des matériaux. Ces structures n'ont d'ailleurs jamais pu être reproduites à l'identique par la communauté scientifique. Ces expériences ont donc par la suite été reproduites en laboratoire devant plusieurs scientifiques dans des circonstances où aucun trucage n'aurait pu être possible. Afin que vous puissiez vous faire une idée, voici les conditions de l'étude scientifique qui ont été menées sur lui. Numéro 1, plusieurs scientifiques assistent à ces tests en présence d'un illusionniste qui les a conseillés afin qu'aucun trucage ne puisse être possible. Numéro 2, 5 caméras filment en continu la pièce où se déroule l'expérience. Numéro 3, pour être sûr que les barres en métal ne puissent être remplacées, ils sont placés dans des tubes en verre scellés et apportés au dernier moment. Numéro 4, ces barres de métal sont reliées à des jauges extensométriques qui permettent de mesurer la déformation, elles-mêmes reliées à un oscillographe qui va permettre d'analyser les effets de la psychokinèse dans la matière. Numéro 5, le sujet, Jean-Pierre Girard, n'est prévenu qu'au dernier moment de ce qu'il aura effectué. Numéro 6, il faut noter que ces tests ont tous eu l'agrément d'experts en magie et qu'aucun illusionniste ou magicien n'a souhaité participer à ces tests afin de démontrer qu'eux-mêmes auraient pu effectuer la même chose que Jean-Pierre Girard. Alors, qu'en pensez-vous ? Possédez-vous vous aussi des dons de psychokinèse ? Répondez-moi en commentaire. Et si vous souhaitez en savoir plus au sujet de Jean-Pierre Girard, je vous ai mis les liens de ses livres. Ce qui est sympathique, si vous voulez, le manuel de parapsychologie. Ceux qui veulent aborder, peut-être certains l'ont parmi vous, ceux qui veulent aborder la parapsychologie, c'est un bouquin, c'est pas le nombre de pages, il y a 700 pages. Mais c'est pas le nombre de pages qui est intéressant, c'est le contenu. Le contenu, vous avez tous les phénomènes qui sont abordés, comment les pratiquer, les références qui prouvent que les, merci, là, vous voyez sur l'écran. Donc, alors des fois, on les trouve d'occasion à des prix, normalement, c'est 30 euros. Hein. N'hésitez pas. Et puis, si vous venez un jour en stage, ou etc., ou on se croise simplement, et vous avez le livre au portée de la main, je me ferai un plaisir de vous mettre un petit mot sympathique dessus. Il n'y a pas de souci. Et voilà, nous en sommes au deuxième ou troisième retirage. C'est étonnant. L'éditeur est complètement surpris qu'un ouvrage de parapsychologie puisse avoir autant d'intérêt, mais parce qu'il est pratique. Par rapport à l'encyclopédie du paranormal, où il y a quand même pas mal de physique théorique, il y a pas mal de choses un peu difficiles à digérer. Alors regardez par exemple cette expérience qui a été prise, une photo qui a été prise pendant l'expérience. Bien là, nous avons une barre en main. Pareil, ce sont des alliages qui sont intolérables à la main humaine. Hein. Il faut plusieurs tonnes d'applications mécaniques. Et puis, vous avez un espèce de fil qui pendouille. Ouais, ce fil, il n'est pas innocent. Il est relié à un oscillographe que vous voyez sur la gauche, l'écran blanc là. Et cet oscillographe témoigne des moindres déformations éventuelles, alors, pas qui seraient physiques, n'en parlons pas là, c'est même pas la peine d'y penser, mais à l'intérieur, s'il y a des contraintes internes ou externes aux matériaux qui sont sollicités, mais de façon paranormale, bien évidemment. Ça, c'est intéressant. Vous voyez la rigueur. Et là, il n'y a pas de chance possible. La barre est reliée. Alors, comme le disait notre ami Alain tout à l'heure, vous avez des défauts microscopiques qui sont inclus. Donc, c'est une sécurité absolue. C'est ça qui présente un intérêt. C'est que vraiment, on a une certitude que chaque expérience, quand il y a un résultat, il est là, il est constatable. L'intérêt d'expérience dans la matière, c'est que la matière, quand il n'y a pas d'état d'âme, c'est un peu faux, mais ça nous emmènerait un petit peu à notre raisonnement. Mais la matière, elle, si elle a une déformation, etc., elle reste en l'état.
Des fois, dans des formations qui ont été faites, même dans les stages, par exemple, on s'aperçoit que la barre a été déformée, on regarde, on constate, et en parlant, la barre continue à se déformer. Je ne sais pas si tu l'as constaté, Alain, dans ton stage, mais là, dans tous les stages récents, on a le cas de la barre qui continue à se déformer. Oui, Alors, c'est comme s'il y avait une inertie dans le mouvement, comme si l'information est déjà donnée et c'est elle continue à arriver. l'information qui est Elle déjà continue à donnée arriver. et qui se manifeste parce que le sujet lui-même, qui a pratiqué ce début de psychocinèse, il est détendu et à ce moment-là, toute l'information résiduelle va se libérer. Alors c'est fou. Bon, on a une explication théorique que j'ai moi depuis 1977 sur le sujet, que j'ai évidemment affiné, que partagent d'autres physiciens depuis et apportent leurs propres réflexions et c'est formidable. Alors ça, des expériences sous tube, je vous l'ai dit, je crois que ça a été le nec plus ultra, où on a entendu des critiques. Euh, eh bien, il y en a qui disent, mais non, il n'y a pas d'expérience sous tube. C'est ce qui a fait que l'Académie des sciences, par le président lui-même, a déposé ce qu'on appelle un cachet à l'Académie. Parce que lui-même a assisté à des expériences, lui-même a vu, de ses yeux vus, des expériences sous tube, etc., etc. Donc, je pas dire que c'est mon bâton de maréchal, un peu, être à l'Académie des sciences, hein, ça c'est clair. Passons à la suivante. Là, on a une vue. C'est l'un des seuls tubes rescapés qui m'a été confié parce que la plupart sont déposés dans les laboratoires en question et fermement et à la disposition d'autres scientifiques qui voudraient se renseigner sur les travaux qu'ont fait les observateurs en question, que ce soit à Copenhague ou dans d'autres pays où des expériences de ce type ont été faites, ou en Allemagne, ou au Japon, ou aux États-Unis, etc., puisque j'ai fait des expériences un petit peu dans le monde entier. Continuellement. Alors, regardez le changement de structure. Vous avez à gauche, là, vous avez avant, vous avez ce qu'on appelle des boucles de dislocation qui sont ténues, etc. Et après, ce qui n'est pas normal, voilà la barre après. Alors, pour un métallurgiste, là, c'est surtout que c'était dans un tube scellé. Là, on ne comprend pas comment le mec il a pu intervenir au cœur de la matière. Là. Alors, c'est non reproductible, même en 2024. Vous pouvez téléphoner à n'importe quel physicien métallurgiste, il vous dit, mais non, ça, c'est pas possible. Si les conditions ont été faites que vous me dites, même hors conditions, on ne sait pas vraiment comment faire. Surtout que la barre est restée droite, sans déformation extérieure. Alors, il faut quand même que je précise, c'est progressivement que je suis parvenu à un état de confiance, de détente, de jeu, J-E-U, devant les expériences. Au départ, c'était des formations sur des matériaux hyper résistants. On a commencé quelques transformations. Puis un jour, j'arrive au labo, et puis il y a un scientifique qui me dit, ah Jean-Pierre, est-ce que vous pourriez, mais presque en plaisantant, vous pourriez durcir une barre d'alliage qui est déjà dure, vous l'avez compris, mais est-ce que vous pourriez un peu la durcir plus? Ah, je ris, mais c'est un rire qui me donne droit à l'échec. Il me demande quelque chose de tellement impossible que je prends ça vraiment au jeu. C'est l'un des éléments formidables pour faire du psy. Et en fait, j'ai réussi. C'était tellement extraordinaire que j'ai répété sur d'autres matériaux la même chose et qu'on a fait une expérience en double aveugle avec l'Angleterre, avec le John Hassett, savant atomiste, au Birkbeck College de Londres. Nous avons, nous, êtres humains, des pouvoirs absolument considérables. Quand tu dis pouvoir, facilité, on a toujours peur quand on dit le mot pouvoir, mais considérable, mais on ne peut pas parce que notre psyché nous limite. Et quand on arrive à titiller ces limites et puis à les franchir par divers artefacts, y compris l'état mental et psy que je propose, eh bien, si la conscience, il le souhaite, parce que faire ce genre d'expérience sur le bar, vous, c'est peut-être pas vous ce qui va vous brancher. Puis vous aurez personne pour mettre en œuvre une expérience de ce type qui vaut des quelques dizaines de milliers d'euros. Hein. Je peux vous dire, les expertises sur ces matériaux, ça coûte vraiment très, très cher. Il faut des laboratoires spécialisés. Donc, non, non, mais dans d'autres domaines, vous pouvez faire des choses. Moi, quand on m'a dit durcir, ah bon, puis un jour, ben, faites le contraire. Et là, c'est ce qu'on va voir, je crois, dans les diapos suivantes, quelque chose d'assez bluffant.
Thierry a fait un pouce. Est-ce que tu veux intervenir, Thierry? Ah, mais volontiers. Je t'écoute, mon cher Thierry. Intervenir, c'est difficile, hein, que tout ce que raconte Jean-Pierre soit possible, j'en suis convaincu, hein. On a des témoignages de miracles, même au niveau physique, qui en témoignent. Là, c'est sur la matière, mais le principe est un peu le même, hein. Donc, que j'en sois convaincu est une chose. Comment intervenir? On écoute sa narration, hein, qui est fleurie, agréable à écouter, mais quoi en dire de plus? Ça m'est difficile, hein. Donc, j'écoute avec grand intérêt, mais quoi en dire? Franchement, je ne sais pas. Si quelqu'un a une autre idée, qu'il Non, la... mais Thierry, Ouais. j'ai le cas quand je fais des conférences en direct, hein. Hum. Les conférences que je donne actuellement, on ne demande plus sur la parapsie. C'est surtout des stages auxquels on va assister. Les conférences que je donne actuellement, c'est survie de l'esprit, l'épreuve, l'épreuve vraiment scientifique de la survie de l'esprit après la mort physique. Et là, j'ai un ouvrage que j'ai commis aussi, qui est une référence, il est un peu plus gros, mais pas parce que pour être plus gros, c'est une référence scientifique sur la conscience dans le cas, etc. Et là aussi, j'ai quelques diapos où je montre des films qui montrent à l'évidence, et j'explique pourquoi moi j'ai été convaincu, après de nombreuses années, hein, ça fait maintenant presque 20 ans, je suis convaincu, et mes recherches avec d'autres scientifiques, y compris des médecins cliniciens, des anesthésistes, etc., dont mon ami Jean-Jacques Charbonnier, avec qui nous avons fait un film, euh, nous prouvent qu'il y a quelque chose après la mort physique, que la conscience, elle, ne peut pas mourir, parce qu'elle n'est pas de même nature que notre corps physique. Alors après, ce qu'elle devient, où elle va, c'est pas notre niveau de raisonnement. Ce que l'on sait, c'est qu'elle survit et qu'elle se manifeste. Et qu'elle se manifeste, et nous avons plus que des témoignages là aussi. Vous avez la rigueur avec laquelle je vous présente mes expériences de parapsychologie. Alors, je ne vais pas m'amuser à être mort, hein. Là, je n'ai pas beaucoup à attendre maintenant, hein. Bon, le principal est passé, mais quand même, je ne vais pas faire l'histoire de la mort, puis revenir, vous dire, coucou, c'est moi, voilà, je vais vous expliquer. Non, je dis simplement que ce que nous avons vraiment constaté avec beaucoup de vigilance, c'est qu'il y a plutôt quelque chose que rien. Et que la logique, vous savez, euh, j'allais dire quelque chose de faux, dire, vous savez, en médecine, je crois que j'ai un niveau qui est pas mal, puisque j'ai fait des expérimentations de molécules nouvelles dans les CHU, etc., etc. Et j'avais des collègues qui pensaient que j'étais un de leurs confrères. Donc, je suis pas en médecine, je suis pas trop mauvais, disons. Et je peux vous dire que, et en neurosciences surtout, qui est ma passion, je peux vous dire qu'il y a une logique, hein, il y a une logique vraiment où la conscience, elle, elle se balade une fois que nous avons notre corps physique qui est, qui est mort, post-mortem. Voilà. Ça, c'est un petit écart, hein. Et je vous dis, la plupart des conférences sont sur ce sujet maintenant, parce que les gens sont, et c'est normal, sont plus intéressés que vous dites, ah, je fais une conférence sur la parapsychologie. Par contre, dans le cas d'une visioconférence, là, je renais sur une notion de conférence différente, avec des images, avec des échanges. C'est sympathique. Je n'ai pas répondu à ta question puisque tu m'en as pas posé, mais tu vois, euh, c'est un peu normal parce que vous êtes en découverte de ce que j'apporte. Mais ça va venir, rassurez-vous. Ça va venir les questions. Plus on va aller en avant, parce qu'il y a des sujets qu'on va aborder quand même qui sont hard, hein. S'il y a une question que j'aimerais poser, ça serait plus à Alain. C'est après avoir assisté donc à ton stage, avoir compris tout ce que tu fais, en quoi cela a modifié sa pratique, lui, d'hypnothérapeute? Ah, ça l'a modifié assez profondément dans le sens où ça a levé un frein. Je vais prendre une analogie. Tu sais, quand les coureurs de 100 mètres couraient le 100 mètres en 10 secondes ou 10,1 ou 10,05, tout le monde disait c'est impossible de descendre en dessous de 10 secondes. Et puis, il y a eu tout un tas d'études scientifiques, de chercheurs qui ont dit non, effectivement, l'être humain n'est pas fait pour ça, c'est pas possible, il peut pas. Et ils ont expliqué, démontré, schématisé, analysé.
il y avait des milliers de preuves que c'était impossible. Et puis un jour, il y a un gars qui s'est pris au jeu, il s'est pas pris la tête. Il s'est dit, moi, je vais le faire. Et il l'a fait, il a battu le record du monde du 100 mètres en moins de 10 secondes. Et à partir de ce jour-là, toutes les semaines, le record était battu par quelqu'un d'autre. Ça a libéré un frein, ça a libéré quelque chose, et j'ai eu une compréhension intime, profonde de choses que je pensais impossibles. Et tout d'un coup, je me suis mis à dire, mais attends, si je procède comme ça pour telle ou telle chose, ça devrait fonctionner. Alors, ça a été un peu chaotique au départ, mais ça a carrément libéré, ça a ouvert la porte, ça a ouvert le chemin. Donc là, c'est la compréhension de mécanismes, la compréhension d'intuition, la compréhension d'un tas de choses, et c'est les associer à soi-même sur des choses qu'on fait, qu'on pratique intérieurement. Et une fois que tout ça est mis bout à bout, ben, ça déroule. Oui, et moi, bien sûr, j'ai un public divers dans les stages, hein. J'ai des retraités, j'ai des gens qui sont kinésiologues, d'autres qui sont maîtres Reiki, et puis j'ai des médecins, j'ai eu des chefs de service de la salpêtrière, j'ai eu des gens formidables. Eh bien, ces médecins, je parle notamment des cliniciens de médecine, m'ont dit, ben, ma pratique médicale est différente maintenant. J'ai conscience que lorsque je soumets un protocole ou lorsque il y a quelque chose de différent dans l'information que je donne à mon patient. Ils rejoignent un peu en cela ce que faisait Émile Coué lorsqu'il distribuait des médicaments à ses patients dans sa pharmacie. Il expliquait que la façon de donner, de donner la thérapie ou le médicament, le petit plus que je prétende que l'état psy permet, mais c'est un plus. Mais dans la vie quotidienne, on ne veut pas savoir, je parle aussi d'influence à distance. Alors j'explique comment on peut, n'importe qui peut faire de l'influence à distance, même à l'insu des gens. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est un peu scandaleux, mais Jean-Pierre, c'est pas donneur de morale. L'influence à distance peut être formidablement utilisée pour le bien d'autrui, comme elle peut être négative, bien évidemment. Alors, quand on va plus avant ça, j'explique pourquoi il y a un petit missing et peut être un peu dangereux dans ce domaine. C'est ce qu'appelaient nos anciens le choc en retour, que nous, on explique scientifiquement. On continue notre petite Oui, balade. alors juste pour compléter ton propos, dans la formation, dans le stage auquel j'ai participé, il y avait un psychiatre qui était présent et donc qui a énormément apprécié. Et j'imagine que sa pratique doit être très différente maintenant. Voilà, donc on va poursuivre. Ah oui, la psychiatre, ah oui, oui, on a vraiment conversé. Euh, je dirais chaque stage, avec les personnes qui quittent ce stage, souvent, euh, on dit on est amis. Je dis non, c'est pas possible parce qu'il y a depuis que je fais des stages, mais on est frères, ça c'est important. Et on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le stage. Il y a quelque chose. Je reçois des mails extraordinaires après les stages, notamment quand je donne des consultations. Pour les consultations, il y a des petits miracles. Oui, oui. Allez, Passons, les amis. on continue. Alors, l'expérience que vous allez voir, puisqu'il va parler de monsieur, consiste à une transformation, là, vous allez avoir des visus, une transformation métallurgique, donc, d'une barre en inox de 18 cm de long, d'une résistance mécanique, je passe, et qui est amenée au dernier moment, au sujet toujours au dernier moment, qui a été vérifiée dans sa rectitude et vérifiée dans son magnétisme, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout magnétique. Et je laisse poursuivre le scientifique qui commente cette expérience. Consiste à soumettre à Jean-Pierre Girard une éprouvette cylindrique en acier inoxydable enfermée dans un tube de verre. Cet acier inoxydable sténitique a été choisi en raison de sa particularité de devenir ferritique et magnétique lorsqu'on lui applique une déformation plastique suffisante avec des moyens mécaniques. L'effort mécanique minimum qu'il est nécessaire d'appliquer pour observer l'apparition du magnétisme est normalement de l'ordre de 1 tonne. Il était donc particulièrement intéressant de savoir si la déformation par psychokinèse était ou non capable de reproduire la modification de la forme et du caractère magnétique du barreau. On soumet à Jean-Pierre Girard une éprouvette cylindrique dont la rectitude et les propriétés de non-magnétisme ont été vérifiées avant son introduction dans le tube de verre et le scellement de celui-ci.
vous avez peut-être aperçu, il y a un miroir derrière moi qui permet de savoir s'il y a eu, il y avait une manœuvre éventuellement délicate derrière moi, mais non. Et les précautions qui étaient prises. Charles Crussard montre actuellement que l'éprouvette ne tourne plus rond. Là, sympathique. Son tube, là, on voit qu'il y a une déformation. Il constate maintenant, à l'aide d'un aimant, que l'éprouvette est devenue magnétique sur toute la longueur de son fût. L'expertise ultérieure faite en laboratoire a permis de détecter une transformation structurale très significative sur toute l'épaisseur du barreau. Alors, vous avez entendu au départ, notre commentateur scientifique dit il faut une pression d'une tonne, et une déformation surtout suffisante. La déformation était notablement insuffisante, et la barre faisant 18 cm, c'est-à-dire que j'ai appliqué, entre guillemets, une force, une pseudo-force, on dira, de 18 tonnes. Et j'ai changé la structure interne du matériau tout le long. Alors, si je m'étais pris au sérieux, comme on dit, j'aurais jamais réalisé cette affaire. Mais voilà, c'est cool. C'est cool. Et, le jeu, J-E-U. On s'aperçoit quand on voit la vidéo qu'il y a un miroir au fond. C'est pas pour voir si je suis bien maquillé, c'est simplement pour voir si le dos, il n'y a pas des manœuvres subreptices. Voilà. Euh, avec une caméra qui filme. Voilà. Vous voyez le miroir. Alors là, c'est une expérience qui est presque comme un labo, de toute façon, par une commission qui a été proposée par Europe numéro 1, qui à l'époque avait un commentateur, un vulgarisateur scientifique de très haut niveau, qui s'appelait Albert Ducrot. Alors, les anciens connaissent peut-être Albert Ducrot, qui était l'astrophysique dans divers domaines, mais qui était là, le scientifique de référence. Il était très intéressé par ces phénomènes. Il a créé une commission. Et pour cette commission, il a voulu m'étudier, physiologiquement notamment, avec ici le docteur Chérier, médecin, qui m'a branché un électroencéphalogramme, des aiguilles dans le crâne, et on voit à l'époque, maintenant c'est un casque qu'on met carrément sur la tête, avec divers électrodes. L'intérêt, c'était de pouvoir tester. Vous avez à gauche, qu'on n'aperçoit pas, mais qui est à gauche, un expert magicien qui a été un peu le maître d'œuvre de la rigueur de l'expérience. Alors, vous voyez les barreaux qui ont été remis, ce sont des barreaux avec des numéros ici de référence. Albert Ducrot avait demandé à un laboratoire de métallurgie, donc des barreaux absolument intordables à main humaine. Et voilà ce qui s'est passé. Voilà. Je vais vous montrer cette photo, elle est très bien prise. Cette photo, vous avez pu la voir en février à l'école de médecine à Paris, où il y a eu la seconde présentation de paranormal par, je cherche, Baudouin, qui est quelqu'un de France Culture, qui a fait l'an dernier la même exposition, et notamment il a montré des photos, aussi d'ectoplasmes, de choses, etc. Une exposition à l'école de médecine. Ça a été une exposition qui a eu un succès, pas seulement d'estime, mais vraiment intéressant. Alors, cette expérience vraiment est le clou un petit peu, si je puis dire, dans le sens où nous avons au numéro 4 le président de l'Académie des sciences. Nous avons au numéro 3 le président du CIEP, un comité illusionniste d'expertise des phénomènes paranormaux, spécialiste avec son équipe, qui est nationale et internationale, des phénomènes paranormaux. Numéro 3, Ranky. En numéro 2, de dos, on s'en fiche, mais Louis le Prince Ringuet, ça veut dire quelque chose aux anciens, et François de Closet, qui de temps en temps on voit encore sur les plateaux. Nous avons le grand patron du CNRS, Centre national de recherche scientifique, et puis d'autres personnes. Tout le monde n'était pas forcément sur la photo. Ici, nous avons Maître Kuzman, qui était garde des Sceaux à l'époque. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer à cette soirée expérimentale? Je vais faire une expérience la seconde fois. J'avais fait la première à Lyon, où sur une barre, un peu de une barre d'astronautique, c'est une barre d'AZ5GU, je crois, oui, d'AZ5GU,
non, d'AU4G, vous en fichez à la limite et vous avez raison, eh bien, je vais créer un point de fusion sans chaleur. Oui, bien entendu, un point de fusion sans chaleur. Alors, l'illusionniste qui était présent, il dit, c'est ce que va faire Girard, qu'il a fait à Lyon, tout. Moi, j'exige qu'il y ait des fils fusibles autour. Si Girard, on ne sait pas par quel artifice, il a peut-être quelque chose qui crée un point de fusion à distance, ou etc., eh bien, comme ça, les fils fusibles vont forcément fondre. Eh bien non. J'ai désigné, j'ai dit, eh bien, écoutez, ici, là, vous avez la fusion du matériau. Alors, fusion du matériau, les états de surface, au moins, devraient être bleus, pas de bleuissement, rien du tout. La barre prise, évidemment, c'est pas moi qui prends la barre. Moi, je l'ai eue dans la main, quand on me l'a remise, et je vais à la main, j'ai dit, oui, voilà, point de fusion au milieu. D'accord. En labo, analyse, effondrement de la dureté. C'est une image, il est devenu mou. Mais surtout, quand on analyse l'intérieur, ça correspond exactement comme s'il avait été. Il a un point de fusion qui équivaut à 660 degrés Celsius. Alors, vous savez, quand vous avez des expériences comme celle-là, ceux qui ne sont pas convaincus, c'est ceux qui remettent en doute les scientifiques, qui remettent en doute les illusionnistes, qui remettent en doute l'Académie des sciences, qui remettent beaucoup de choses. Et d'ailleurs, à telle enseigne que ceux qui sont vraiment critiques, notamment l'Union rationaliste, qui est tout sauf rationnel, je parle de celle de France, eh bien, ils n'examinent même pas les dossiers. Ils disent, comme c'est pas possible, il y a forcément trucage. Et puis, il y a ceux, comme je l'ai écrit par ailleurs, ceux de bonne foi, qu'on appelle une dissonance cognitive. Ça peut arriver. Il y a certains phénomènes qui sont tellement extraordinaires que notre cerveau ne peut pas les préhender. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il donne soit des explications fantaisistes, y compris un trucage, une complicité, quelque chose, mais plutôt que d'admettre que le phénomène puisse être présent. Et moi, je les comprends. Et ceux qui sont de bonne foi, donc ceux qui font de la dissonance cognitive, c'est comme ça qu'on appelle ça en psychologie, hein, euh, eh bien, c'est mes pires ennemis. Parce qu'ils sont de bonne foi. Mais ils vont pas plus loin pour savoir si vraiment. Voilà. Alors, je vous prie de m'excuser ce détail, mais ma vie, ça a été ça quand même aussi, hein, en justification, justification. Le seul endroit où je n'ai pas eu de justification à porter, c'est à la Défense nationale, c'est comme agent de renseignement pour la France et pour les États-Unis, etc. Là, j'ai jamais eu de point, j'ai pas eu de justification compte tenu de ce qu'on me demandait de faire et qui était réalisé. Or, on ne me demandait pas de courber du métal, vous l'avez compris. Alors là, voici une expérience intéressante. On s'écarte des barres, vous l'avez compris. C'est au Centre d'études nucléaires de Grenoble. Alors, Centre d'études nucléaires de Grenoble, c'est un centre qui est fermé, comme on dit. C'est la pointe de la recherche nucléaire en France et en Europe. Et actuellement, ça ne s'appelle plus Centre d'études, ça s'appelle le Centre d'énergie atomique de Grenoble. Bon. Alors ici, je vais être chargé de mettre en œuvre une action sur ce truc un peu bizarre, mes amis. Une espèce de cloche. Et puis là, vous avez en dessous des poids énormes, puisque c'est l'équivalent de 8 tonnes que nous avons dessus. Et en fait, ces 8 tonnes, il y a un moteur, évidemment, qui entraîne progressivement par inertie un mouvement comme une pendule. C'est pour ça qu'on l'appelle pendule de torsion. Et ce pendule de torsion, donc, permet de tester, parce qu'au milieu, il y a une barre, par exemple, qui est testée pour tester la résistance mécanique. Et à ce moment-là, on me demande, moi, d'agir là-dessus. Alors, non seulement j'agis dessus, mais je freine l'inertie, c'est-à-dire que je freine les 8 tonnes, je stoppe, je remets en route. Et à un moment donné, il y a des illusionnistes présents, parce que je vais dire en plus, le centre, alors là, vraiment des fous, il y avait des physiciens, bien sûr, et il y avait 3 magiciens, dont le président de l'ordre des illusionnistes qui était présent, pour dire attention, attention. Et ils ont dit, bah, débrancher le courant, puis on va voir Girard, là, ce qu'il peut faire. Eh bien, Girard, il a remis le pendule de torsion en route sans énergie électrique. Voilà. Et comme ce n'est pas des plaisantins, au centre d'études nucléaires de Grenoble, s'ils ont attesté de cela, c'est qu'il y a une réalité, vous l'avez compris, mes amis. Je voudrais juste intervenir un instant. Oui.
Quand tu dis agir, par rapport à l'ustensile qui était sur la photo avant, comment tu agis? Est-ce que c'est par volonté, en émettant une idée? Non, ce désir unique. Voilà. Alors, je réponds parce que, Ouais, euh, oui, parce que la question est fort pertinente, parce que je dis agir. Le résultat, il est là. Et en fait, c'est une espèce de désir. Et des fois, le schéma qu'on a du phénomène qu'on veut produire ne correspond pas à une réalité physique, hein. Je dirais un petit peu, c'est la finalité qui va être visualisée plutôt que le parcours pour y parvenir. En hindouisme, c'est un petit peu ça aussi que nous apprend quand on veut certaines. Donc en fait, ouais, c'est le but, c'est un jeu. Alors dans certains cas, pour du durcissement du métal, j'ai dit je vais compacter, je vais dire n'importe quoi. Effectivement, on a trouvé des choses bizarres. Pour le durcissement, je vais le rendre mou. Enfin, non, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que j'ai quelques connaissances scientifiques. Mais mon image va pas être réellement, après, quand on discute avec les métallurgistes, ah bon, t'as pensé ça? Ah bon, alors là, c'est bluffant. C'est le résultat, le résultat. Je veux créer une chaleur. Je veux pouvoir, je veux si, je veux créer ce mouvement. Ça m'amusait sur ce truc. Puis, en plus, c'était un défi que je lançais au patron du département magnétique. Voilà, mes amis. Alors, je n'ai pas répondu sans doute à ta question, mais il faut être, comme je n'étais pas concerné à la limite, tu vois, un petit peu, comme si on était un peu, pas spectateur, mais presque de ce qu'on allait produire. Et là, vous avez une force considérable, parce que votre psyché va agir. Bon, en 3 minutes, c'est un peu court pour donner un peu plus d'explications, mais lors de stage, Alain pourra te confirmer qu'on va un petit peu plus loin. Mais en gros, c'est ça, hein? Hein? On est en plein dans la définition de l'esprit créateur. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, on est créateur de notre réalité, de ce qui se passe, de ce qui se produit. On est en plein dedans. Alors là, on est dans un esprit créateur extrême parce que là, on transforme, transmute, on modifie, on fait des choses extraordinaires. Mais d'une manière plus simple, c'est comme ça qu'on crée nos vies. Oui, et puis si tu veux, on m'a demandé des choses tellement extraordinaires, certaines dont je pourrais, hélas, si j'ai encore 10 ans devant moi seulement, j'espère. Il y en a que vous allez voir là, ça va, j'ai passé les 40 ans. Il y a certains secrets, 40 ans, c'est cool en France. Euh, mais avant, le secret défense, le très secret défense, c'est plus long, hein, c'est 50. Le secret défense, c'est 40. Alors ça va maintenant, côté de mon âge certain, c'est cool. Euh, mais je crois que non, il faut pas se poser le problème comme quelque chose d'impossible. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être vous avez retenu le droit à l'échec. Mais j'ai le droit de ne pas réussir. Attendez, écoute ce qu'on me demande là. Vous ne pouvez pas savoir. Vous allez voir une vidéo d'ailleurs, un petit peu d'un animateur de Canal avec qui j'ai fait des films. Oui, je travaille aussi pour Canal. Et vous verrez cet animateur, avant de prendre la barre en main, il dit tu crois, moi, il se donne déjà une libération. Tu crois que moi, ce que tu as fait toi, là, que tu viens de voir, tu crois que moi, je peux, moi? Alors, puisqu'on a fait ce document ensemble pour l'anonymité, pour tout ça, il dit tu as vu, depuis ce qu'on a tourné ensemble, mais toi, tu es le sujet maintenant qui est tourné. Je ne suis pas très convaincu de tout ça. Alors, je dis, mais tu as raison de pas être convaincu. Ça ne fait pas partie de nos schémas mentaux, ça, qu'une barre se courbe. Donc, c'est normal au départ de ne pas être convaincu. Et si tu es convaincu, ben, il faut aller plus avant, etc. Bon, je vous la passe. Et vous verrez, il va courber une barre devant la caméra. J'anticipe peut-être ce dont tu vas parler après, mais est-ce que tu pourrais, ou est-ce qu'on te demande, par exemple, par rapport à quelqu'un qui a un cancer, de changer la structure de ses cellules? Non, c'est beaucoup plus complexe. Et honnêtement, il m'est arrivé d'aider quelqu'un. Je ne vais pas dire guérir, c'est trop facile, et puis ça fait vraiment battleur. Mais j'ai des personnes, oui, oui, qui ont eu leur cancer qui a régressé, etc. Là, je n'ai pas agi directement sur la cellule, là. J'ai agi plutôt sur le système de défense, c'est-à-dire des lymphocytes T efférents, etc., qui ont brisé
espèce de mur enzymatique biochimique, puisque j'étais en oncologie quelques années. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des cellules néoplasiques, mais enfin, qui ont brisé. Et c'est là le vainqueur. Et le cancérologue comme Simonton nous le dit. Il nous dit moi, j'applique des traitements classiques, hein, radiothérapie si nécessaire, etc. Il a écrit des bouquins merveilleux, Simonton. Il dit voilà, ayez des visualisations de telle sorte pour faire monter vos lymphocytes. On explique ça au stage, hein, la notion du rire. Puis que je vous dis, quand vous terminez un stage, que je vous ai envoyé plein de lymphocytes T. Je ne sais pas si tu te souviens, parce qu'on rit beaucoup au stage, non, honnêtement. Ah oui, oui, absolument. Voilà. Non, alors, il y a tout un mécanisme qui fait que c'est la personne qui va être, bon, un coup de pouce, bien sûr, mais c'est la personne qui va être génitrice de sa guérison. Et c'est ça, les guérisons solides, les guérisons à long terme. Oui, oui, il y a certaines affections, notamment des douleurs du trijumeau qui sont en médecine infernale, où le mec, il n'a pas fini la consultation, il descend en courant, Franck, il descend en courant dans la salle, c'était à Paris, à Courbevoie, une belle salle que des amis mettaient à ma disposition. Il est en courant, à ça, il dit ah, ça y est, Jean-Pierre a fait le miracle, j'ai plus mal, je sais plus ce que c'est de pas avoir mal, ça fait des années. Quelqu'un qui a une douleur comme ça, permanente, il est complètement désarmé devant cette façon de douleur. Et moi, j'ai ça, je dis eh, mes amis, c'est sympa ce qu'il vous dit, mais c'est lui qui est responsable. À 80, 85%, je n'en sais rien. Et c'est ça, parce que quand j'ai fait une fois un stage chez des magnétiseurs guérisseurs du GNOMA, parce qu'il y a des gens du GNOMA ici. Maintenant, c'est Sema et GNOMA, puis qui sont associés tous les deux. Donc, des guérisseurs avec une charte et tout, reconnue par le gouvernement pour leur sérieux, hein, pour leur, ils paient comme un ordre hein, tous les ans, pratiquement, pas l'ordre des médecins, mais presque aussi important. Et je leur dis, écoutez, mes amis, on va être d'accord, je commence comme ça. D'accord. Vous êtes responsable de quoi? De 5% dans les guérisons que vous induisez. Après, j'ai amené rectificatif, j'ai dit, je vais me faire pendre. Mais en fait, c'est ça. Parce que c'est un tout qui va jouer dans la consultation. Il y a l'effet placebo, parce que vous avez une réputation. Hein, une réputation qui me suit. Pourquoi je suis obligé de donner un nombre limité de consultations pendant le stage? Il y a le stage. Les consultations sont en dehors du stage. Entre midi et demi et 14 heures, moi, je ne déjeune pas. Mais ça, c'est normal, c'est mon habitude, c'est pas de problème. Et puis le soir, après le stage, je dis rapidement, je ne suis pas à Lunel, mais ça se prolonge, c'est pas jusqu'à minuit, 1 heure. Et ça, le samedi, le dimanche et le lundi matin pour ceux qui résident à l'hôtel, où je les reçois dans la chambre d'hôtel. Donc, vous voyez, parce qu'il se passe des choses, mais je dis toujours, si vous n'êtes pas, il y en a qui sont impliqués, beaucoup, d'autres moins, ouais, c'est vrai, mais de toute façon, il y a des choses qui se passent. Et puis des fois, mais ne serait que, faut être modeste, que l'effet placebo. Ah, sur une consultation avec Jean-Pierre Girard, tu parles Charles, mais l'effet placebo est puissant, reconnaissons-le. Moi, j'ai lancé, puisque j'ai créé des nouveaux produits en expérimentation dans les CHU, etc. Donc, j'ai des protocoles, molécules actives contre molécules inactives, ce qu'on appelle les placebos, etc. Et je peux vous dire que la façon dont le praticien, l'infirmière ou le médecin ou l'interne, on confie à des internes, confie la molécule, c'est de la flotte, enfin je plaisante, aux patients en disant c'est un médicament tout nouveau, là vraiment on n'en a que, voilà, etc. De la façon dont il va le présenter aux patients, eh ben, on a vu que des molécules, dont une j'ai abandonné, hein, qui était un antimitotique dérivé du méthotrexate, qui est un produit qu'on utilise en oncologie, qui était apparemment prometteur, ben, nous l'avons abandonné parce que le bénéfice par rapport à la molécule existante n'était pas suffisant. Vous voyez, donc la puissance de l'effet placebo, l'image que vous avez, le dynamisme que vous avez, vous donnez une impression de vie devant un patient qui est dans la souffrance, qui est devant une problématique. Et c'est souvent, on me demande souvent pour des pathologies chroniques, des pathologies invalidantes, pour lesquelles ils ont essayé beaucoup de choses. Alors, il y a une magie, je ne sais pas combien est mon intervention, mais la nier, ce serait aussi être focus, je m'excuse du terme, ce serait être focus, de nier qu'il y a une importance, bien sûr, du thérapeute, mais elle est pas si importante que certains prétendent. Passons à la suivante. Alors, on est dans le coué, là, hein, Thierry.
C'est typiquement Thierry Zali qui a écrit un ouvrage sur Émile Coué qui a développé l'effet placebo. Et on retrouve ce que tu viens de décrire hein, dans ces théories. Absolument, hein, voilà. On Et voit le maintenant, nombre de gens qui sortaient de séances avec Coué, pareil, hein, les aveugles voyaient, les cul-de-jatte se mettaient à courir, mais des trucs invraisemblables, hein, qu'on ne pourrait pas croire et qui se passaient quand même. Hein. oui, 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 je crois. J'ai fait des conférences hein, dans l'Institut de Micoué en Aix-en-Provence, Mm. sympathique qui défendait justement et qui poursuivait l'approche d'Émile Coué. Mais je le suis des fois d'ailleurs dans le stage, hein, dans des parties des états mentaux que je suggère, notamment pour la guérison. Et puis moi, je suis très en correspondance avec justement des Américains et j'ai eu un ouvrage, enfin un travail américain sur l'immunologie qui fait référence dans l'abstract de départ à Émile Coué. L'immunologie, un travail américain. Alors, ce superbe dessin fait par votre serviteur, il s'agit de quoi? D'agir sur un générateur aléatoire, un dé électronique ici, qui émet des chiffres qui ont été définis par une Texas Instruments, un chiffre. Et le chiffre qui est sorti, c'est le 2. Alors, j'explique grossièrement qu'en fait, les travaux du professeur Yves Lignon, il vient de nous quitter récemment d'ailleurs, hélas. Et il conclut en disant ben, je suis obligé de dire que ce qu'a fait Girard à Grenoble, dans cette expérience, ben, plaît dans la réalité, en la faveur de la réalité de la psychocinèse. Effectivement, j'ai fait une distribution aléatoire, et d'ailleurs, je l'ai écrit dans le bouquin, je ne vais pas en parler là, mais on a fait une expérience tout à fait dans un casino au Touquet, où j'ai gagné l'équivalent de 800 000 francs. Mais avec l'accord du directeur du casino, il n'y a aucun gain réel hein, sur la roulette. J'en parle dans mes ouvrages, alors je ne vais pas épiloguer ici, mais on peut agir. Mais si j'avais été concerné avec un gain au bout, je n'y serais pas parvenu quand je suis concerné. Et il y a un de mes ouvrages, je crois que c'est le manuel de parapsie, je donne une petite astuce pour gagner sur un jeu plus long terme que m'a donné un célèbre professeur du Stanford Research Institute. Une astuce, il m'a dit, Jean-Pierre, tu peux le mettre dans ton ouvrage. C'est très marrant. Et sur le plan statistique, progressivement, on arrive à gagner. Mais c'est des gains progressifs. Mais il faut un pourcentage, enfin, j'en parle pas ici parce qu'on sort du sujet, mais on peut, mais sinon, ne croyez pas que nous, sujet psy, on a plus de chance au jeu, parce qu'on est impliqué. Et puis, il y a plein d'expériences qu'on pourrait citer, quand même, notamment pour dépanner une amie, une chance au tiercé, alors que je sais même pas que je sais les canassons, quatre pattes et une queue, et c'est tout. Et j'ai joué, j'ai eu la somme, et j'ai fait une copie d'écran, la somme exacte dont elle avait besoin avant la saisie de l'huissier. N'y croyez pas. Bien, mes amis, on continue. Alors ça, c'est des expériences de lévitation. C'est à Utrecht, à l'université d'Utrecht et au laboratoire de TNAF. À Utrecht, où j'ai fait des lévitations. Vous voyez des carters de 36 poses, là, qui se. Alors, évidemment, contrôle, s'il y a des fils et tout, évidemment, je ne veux pas ces détails. C'est ce petit flacon Ben, qui on est le fixé voit sur là, la oui, c'est table. des flacons Voilà. qui lévitent, oui, oui. Ouais. Oui, parce que là, il faut qu'on avance, mes amis, parce que sinon, vous avez vu que je suis un bavard. Alors, ça, c'est le professeur John Beloff, qui est président de Parapsychological Association, qui est un homme de grande référence, qui vient à Paris, avec ses bars et tout, à Paris, et puis dit Jean-Pierre, et il a été étonné de voir que les bars qui me donnaient, etc., et dont une qui s'est courbée devant ses yeux, auxquels je ne touchais pas. Alors ça, c'est évidemment, il m'a fait une attestation assez vraiment sympathique, et il est venu avec une ampoule scellée. Alors, ça ne sert pas à éclairer, ce n'est pas des filaments. Il avait inséré une lame d'aluminium coupée en deux, comme une fourchette, mais avec qu'un dedans. Elle était droite comme ça, et je l'ai courbée comme ça dans la truc. J'avais jamais vu de phénomène, c'est un clin d'œil. Et Jean-Pierre, vous avez l'occasion de m'en présenter. Là, en Suède, c'est en Suède ou à Copenhague. À Copenhague, à l'Ørsted Institut, où j'ai notamment fait une expérience extraordinaire en métallurgie. J'ai allongé
une barre de métal. Alors, quand j'ai allongé, ce n'était pas 1 mètre, évidemment, on l'a compris, mais de presque à demi-millimètre, ce qui est impossible. Ça demande des forces physiques et des machines à ultrasons absolument fabuleuses. Et entre autres, il y avait des observateurs, un biologiste, Georges Wickman, de l'Herbal Institut de Copenhague, j'avais distribué des tubes, et puis il voulait une expérience à distance. Et lui, il a senti, il avait dans la main serrée, il a monstre courbé, mais dans sa main serrée, il a senti le mec tcherk, il a senti comme un mouvement du clou qui était à l'intérieur. Ça, c'est des effets à distance. J'ai fait ça aussi comme clin d'œil à Kastler, prix Nobel de physique. Oui. C'est très sympathique, les effets à distance comme ça. Alors là, au Citicoscope, il y a une variété de phénomènes qui sont venus. L'ingénieur Janin avait créé un Ticoscope. C'est quoi? Cette petite boîte de conserve est marrante, électronique, a des mouvements complètement aléatoires. Et il y a un stylo, un crayon simplement, qui marque ses trajets. Alors, il va un peu n'importe où. Hein. Pom, 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 pom. Et le but des expériences, vous l'avez compris, eh ben, c'est d'influencer son trajet à sa volonté. Et là, j'ai fait l'expérience plusieurs fois et je l'ai dirigé là où je souhaitais. C'est sympathique comme expérience, puis c'est amusant. Alors, vous avez peut-être vu l'expérience qui était présentée par Stéphane Alix sur la 6. Malheureusement, il n'y a que ça à présenter pour parler de la télékinésie, je le regrette. Des petits poussins qui vont attirer cela vers la petite cage où ils sont, parce qu'il y a tout un travail, comme on appelle, d'imitation à la mer qu'a fait Péoc, le docteur Péoc. Mais il aurait pu parler d'expérience de parapsychologie. Là, une autre expérience qui est intéressante, qui est plus récente aussi, 2011, à Genève, à Coligny, à la Fondation de psychophysique de Monique et Marcel Audier. Nous avons ici un générateur de photons de basse intensité. C'est une expérience qui est très, très pointue, qui a été faite par le physicien Guisin, qui est un physicien qui a reprouvé l'intrication quantique sur l'expérience. Ça dira peut-être quelque chose à certains d'entre vous. Entre Bellevue et Vernec, sur 13 km, il a prouvé que des particules qui sont jumelles sont inséparables, quelle que soit la distance, et que l'information d'une particule est communiquée automatiquement à l'autre instantanément. C'est même pas un problème de vitesse de la lumière ou autre, instantanément. Et là, il a fait ce prototype à la demande de Marcel Audier, très pointu, où là, j'ai modifié le trajet de photons en leur imposant une direction qui était un peu hasardeuse, comme normal, hein, là, et on avait un logiciel très pointu également qui transmettait ce trajet sur l'ordinateur. Et bien ça, je peux vous dire, ça convainc plus un scientifique qu'une barre qui se courbe. C'est fou. Le gros problème de la parapsychologie, mes amis, ces fameux problèmes des magiciens qui se dressent en disant « Girard est sympathique, mais c'est un de nos confrères ». Ah, il se trouve que c'est même pas étudié, j'ai abordé l'illusionnisme un peu par accident il y a très longtemps. Même j'avais des fonctions de là-bas actuellement, j'étais sur Paris, où j'ai fait du cabaret, mais pas comme illusionniste, j'ai fait du cabaret comme imitateur. Et je faisais 2 cabarets le soir, et je rentrais évidemment faire de l'eau, et puis le matin, j'étais à mon labo, avec les responsabilités que j'ai définies tout à l'heure. Et j'ai croisé dans ces cabarets un garçon sympathique qui s'appelle Christian Fechner. Et Christian Fechner faisait de la ventriloquie, et puis des fois présentait des numéros de magie. Donc on se croisait, pas tout le temps, mais on se croisait des fois. Pour vous dire, c'est la rare discipline scientifique, et j'en viens à mon propos, c'est la rare discipline scientifique, la parapsychologie, où s'il n'y a pas un illusionniste dans le coin, on se rend compte, si toutes les expériences sur la planète, on devait avoir des magiciens pour être là, pour savoir. Mais comme le dit le magicien, vous allez voir, pas celui-là, puis il est dans la vidéo qui va suivre, et il dit, nous, mais j'étais invité dans les labos, et il a dit dans la revue La Recherche, l'illusion, c'était la plante verte, entre guillemets, qu'on invitait, parce que quand Girard a fait des expériences de transformation météorologique dans les tubes de verre, des trucs, etc., comment voulez-vous qu'on juge ce qu'il a fait, si c'est illusionniste ou pas?
nous-mêmes, notre témoignage, c'est qu'on ne voit pas avec quel artifice illusionniste Jean-Pierre peut faire la même chose. C'est tout ce qu'on peut faire. Vous voyez, l'obligation pour être publié dans des revues scientifiques, pour être publié, d'avoir dans 85% même plus, j'ai eu des illusionnistes vraiment derrière moi. La première vidéo, vous allez voir, c'était à l'Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiène à Fribourg, chez Hans Bender, pour faire des phénomènes, étudier des choses. Et Hans Bender a fait de très belles expériences donc, me concernant. Et puis un jour, il est contacté par la Westdeutsches Rundfunk, qui lui dit, la télévision allemande, qui lui dit, écoutez, on a embêté M. Bender, on a voulu tourner un film avec Klaus Rahm, qui est un peu l'équivalent de Jean-Pierre, nous croyons, et il a refusé la présence d'un illusionniste. Est-ce que vous pensez que Jean-Pierre accepterait Enfin, Hans, je dis, mais Jean-Pierre, mais toutes ces expériences sont faites en présence de magiciens. Je pense qu'il n'y aura aucun refus de votre part. Ah, c'est merveilleux. Alors, ils ont fait venir un illusionniste des États-Unis, le grand spécialiste de la Durham Institute, là où il y avait les travaux de Rhine, William Edmund Cox. Des États-Unis, c'est ça la rigueur allemande. Vidéo, en avant. Elle est courte, hein. 1976 à Fribourg-en-Brisgau, en République fédérale allemande. Le professeur Hans Bender fait expertiser dans son laboratoire le cas Jean-Pierre Girard par l'illusionniste américain William Cox. L'expérience a été filmée par la télévision allemande DVR. La barre donnée à Jean-Pierre Girard a été fabriquée et contrôlée dans les laboratoires de la société Péchinet. Sa résistance et son diamètre ont été choisis pour qu'elle soit intordable, même avec la force des deux bras réunis. Regardez la torsion, le pliage commence. Et c'est le magicien est tellement tétanisé qu'il va continuer. À l'issue de la séance, l'illusionniste Cox a déclaré qu'aucun trucage connu de lui ne pouvait expliquer ce qu'il avait vu, et que la réalité du phénomène de psychokinèse ne faisait pour lui absolument aucun doute. Quand il est rentré aux États-Unis, évidemment, il a fait part de son expérience, ce qu'on appelle le Magic Castle, où il y a la réunion des plus Copperfield, etc., des plus grands illusionnistes. Il a communiqué ce qu'il avait vu, et le document est filmé. Mais ils ont dit non, c'est truqué, etc. Ils n'ont pas voulu entendre parler de Cox, c'était outré. Alors, la future vidéo que vous allez voir, par France Télévisions, c'est la première télévision que j'ai commise, enfin, que j'ai subie, on va dire. Il y a un huissier et il y a un magicien. Et l'huissier, vous allez voir, est plus sérieux que le magicien. Pourquoi le magicien? Parce qu'il dit à chaque fois, il est expert pour les télévisions, il est très sérieux. Ici, il dit à chaque fois qu'on me convoque, soit je vois un trucage, voilà l'huissier, maître Sochard, très sérieux, et l'illusionniste Francky, il dit, je vois jamais rien. Alors il est cool, il est détendu, là encore, bon, je viens, puis je suis payé comme expert, après tout, et puis Girard, après tout, j'ai rien contre Girard, mais s'il a un truc, je vais le dire. On peut commencer la vidéo. Une expérience de psychocinèse en présence de maître Robert Sochard, huissier de justice, et de monsieur Ranky, illusionniste. J'ai testé 12 barreaux dont j'ai vérifié la résistance. Ben moi, j'ai fait exactement la même chose. J'ai essayé de plier ces barreaux. Ces 12 barreaux. Merci. Jean-Pierre Girard a testé tous les barreaux. Tous les barreaux, lui et nous, on essayait de les tordre également. Ça fait rouler. En ce moment, je suis en train, en quelque sorte, de faire une sélection de la barre que je vais bien ressentir. Il n'y a aucun trucage de montage dans cette séquence. Non, pas du tout. C'est Jean-Pierre Girard qui nous a donné le top du départ, juste avant le moment important de l'expérience qui va arriver. Vous allez voir, il y a un changement de cadre. Vous avez tourné en tout 3 quarts d'heure et c'est lui qui donne le top. C'est ça, on a tourné 3 quarts d'heure, on s'est arrêté 1 heure. Et il donne le top de départ, vous allez le voir. On entend, il est haletant.
Le prana, là, pour me libérer. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Impossible. La mienne Je est vais essayer de plus fine, continuer. j'ai tordu à peu près comme encore ça. plus. On la voit se plier. On la voit se plier, hein. Non, je peux pas plus, là, je crois. Monsieur Ranqui, que pensez-vous de ce qui vient de se passer? Toutes les précautions ont été prises à mon niveau et ce que je peux attester, je suis formel, Jean-Pierre Girard n'a pas employé de technique connue en illusionnisme. Alors là, c'est une vidéo qui m'a été suggérée par Alain. Et en fait, c'est pas mal, c'est le protocole que nous proposons, nous, en stage. Et pourquoi? Alors que je vais le faire moi, et puis les stagiaires, s'ils le font, ils n'ont pas besoin de boussole, mais s'ils veulent une boussole pour dire ce que je fais, il n'y a pas de loup. Mais dans celle que je fais, ils savent que moi, aucun trucage est possible. Bon, je vais essayer une télékinésie, donc sous bocal, avec un objet non magnétique. Alors, je laisse la parole à monsieur Girard. Oui, voyons. Un aimant. Je contrôle la validité du sol. Et vous savez pourquoi? Parce qu'après, j'ai eu des amis illusionnistes. Ils m'ont dit, mais ils disent qu'on met de la colle dans les boussoles. Alors, évidemment, il peut y avoir des objets métalliques. Et là, c'est des objets non magnétiques. Pouvez-vous avoir, c'est des opercules de café lyophilisés, de yaourt, etc. Voilà, que vous mettez en petit un dispositif magnétique sur un bouchon qui peut faire tourner la chose. Sur ce bouchon, je vais peut-être essayer de faire celle-ci. Pourquoi pas? Vous mettez délicatement parce que l'aiguille, sinon elle perd ici. Et je mets mon bocal dessus. Esthétiquement, je trouve que c'est sympathique. Prenez des photos vraiment de façon... Qu'est-ce que t'en penses, Alain? Tu l'as fait, toi, avec les mains? Tac, oui, celle-ci, je l'ai fait, mais alors j'ai à peine réussi à le bouger, je suis pas arrivé à la faire tourner. Mais il était légèrement décalé, mais il n'a pas tourné. Oui, j'arrive des fois à 2 mètres de distance. Ouais. Et là, on ne peut pas dire qu'il y a un courant d'air, ou qu'il y a un aimant, ou il y a quelque chose, c'est imparable. Nous allons tenter l'expérience sur une autre. Comment? Vous avez le droit d'applaudir, hein, quand même. Hein. Oui, parce qu'on plaisante beaucoup en stage. Hein, je ne me prends pas au sérieux, vous l'avez compris. Hein. Et puis, je peux pas le coller au plafond aussi. Oui, des fois, ça tourne en sens inverse, oui. Mais oui, monsieur. Alors, on attend qu'elle s'immobilise. Ça fait tourner dans le sens inverse. C'est gentil. C'est un bon document que vous prenez là, mes amis. Alors, des fois, je m'éloigne, je trouve le dos, enfin, bon, ça dépend. Je m'amuse beaucoup, en fait. Effectivement, je comprends pourquoi les scientifiques ont demandé ça. En même temps, déjà avec ça, quand il y a le bocal et tout, pour arriver à générer un mouvement de rotation comme ça, c'est déjà... c'est impossible. Ils ont parlé d'électricité statique, c'est impossible. Parce qu'il y a une distance. Non, c'est impossible. L'électricité statique, là, ça ne tient pas la route. Bon, allez, ça va tourner. Dépêche-toi, Jean-Pierre. Attends, je n'ai pas de photo.
coup, je suis ravi quand ça commence à tourner. Alors, les barres de feutre sont destinées à voir, parce que sinon, on ne verrait pas si ça tourne. L'oursin qui tourne. Allez, on passe à une suivante. Alors là, c'est dans un stage, c'est une explication attentive que je donne aux gens. Là, c'est en 2014, donc il y a quelques années. Vous savez, si ces phénomènes se produisent en stage, il n'y a pas de miracle non plus, c'est que je désacralise le phénomène. Je désacralise l'importance. Je suis détendu, on rit, etc. Mais c'est extrêmement important. Je suis comme vous. Si moi je fais des phénomènes un petit peu étonnants, c'est parce que j'ai un parcours que les scientifiques m'ont progressivement permis. Mais si ça se trouve, j'en serai au même point que vous. C'est tout. Alors la vidéo que vous allez voir, c'est que du bonheur.